Bonsoir, merci d'être venu en nombre aujourd'hui pour la conférence de Julien Guerreiro, qui nous fait le plaisir de revenir. Après, ta dernière, c'était il y a 10 ans, sur le chemin de Compostelle. Et voilà. Et celle d'avant encore, c'était sur les marches qui accompagnaient des jeunes en réinsertion, c'est ça, sur le chemin de Compostelle aussi. Et nous sommes ravis que tu sois là pour nous parler de ton sujet de thèse, en fait, sur l'avancée de la montée de la mer, c'est ça ? Entre autres choses, et les conséquences sur la côte et les espèces. C'est ça, exactement. Hein, c'est ça ? Pas moi. J'ai arrêté. Merci beaucoup d'être venu parce qu'il vient de Rennes, c'est ça ? Donc vraiment, on a beaucoup de chance. Merci beaucoup d'être venus nombreux pour l'écouter. Je lui laisse la parole. Merci beaucoup, merci, bonsoir à toutes et à tous. Oui, merci beaucoup de vous être déplacés nombreux pour cette présentation, de vous intéresser au sujet alors même que la mer est quand même assez loin d'ici. Merci surtout à toute l'équipe pour l'organisation, voilà, tous les liens, les mails, le dîner, tout est parfait comme d'habitude. Donc je m'appelle Julien Guerreiro, je suis doctorant en géographie sur des questions d'environnement littoral et notamment de risques littoraux. Et ce soir, je vous propose qu'on s'interroge un peu sur cette relation finalement assez étrange, pour ne pas dire franchement paradoxale, que nous entretenons avec la mer. À peu près tout le monde dit aimer la mer, à peu près tout le monde y va, beaucoup veulent vivre près d'elle, et à la fois, la mer est encore et toujours un peu le diable à combattre absolument sur nos rivages. Alors, est-ce qu'on ne veut pas un peu le beurre et l'argent du beurre, les avantages et pas les inconvénients? Et est-ce qu'il n'y aurait pas finalement une nouvelle relation à tisser avec la mer, un peu plus mature, un peu plus cohérente, plus humble et plus apaisée? Et le moment est d'autant plus opportun pour se poser ces questions que, effectivement, avec le changement climatique, vous le savez certainement, la mer s'élève et ce n'est que le début. Autrement dit, ah, on aime la mer ? Eh bien très bien, elle va venir vers nous. Partant de là, comment va-t-on réagir ? Et vous allez voir qu'en fait, j'aurais pu intituler cette présentation « Aimons-nous vraiment la nature ?» parce que, en fait, le problème est plus vaste et plus profond que ça. Donc, je réalise une thèse de géographie humaine que j'ai débutée fin 2019 et Véro, il y a Michel qui te fait signe. Que j'ai débuté fin 2019 et que je devrais terminer fin 2024, si tout va bien. Que je prépare à l'Université du Littoral Côte d'Opale, donc l'ULCO à Dunkerque, auprès d'un laboratoire qui s'appelle Territoire, Ville, Environnement et Société. Et cette thèse, elle est supervisée par l'école doctorale Sciences de l'Homme et de la Société qui est basée à Amiens. Donc Sciences de l'Homme, hein, j'insiste, c'est bien de la géographie humaine, dans laquelle on étudie par exemple les villes, les campagnes, les activités socio-économiques, le tourisme, par opposition à de la géographie physique, où là on étudiera plutôt le transport des sédiments, les formes du relief terrestre, l'écoulement des cours d'eau, etc. Mais tout ça en surface, contrairement à la géologie. Et on peut s'amuser de façon simpliste à ordonner la sociologie, la géographie humaine, la géographie physique et la géologie. Donc en quelque sorte, on descend depuis la tête des gens jusqu'aux couches cachées de la croûte terrestre. Et sur cette échelle, donc mon sujet, il se trouve ici, en touchant un petit peu d'un côté à de la sociologie, mon directeur de thèse est sociologue, et de l'autre côté à de la géographie physique, nécessairement quand on s'intéresse aux questions d'érosion et de submersion. Et tout ça peut plus ou moins se relier à l'image comme le suggère le titre de cette soirée. Mon sujet de thèse précis, il est le suivant, j'ai respecté le code de couleurs lié aux différentes disciplines. Représentation et gestion des espaces naturels protégés, exposés à l'érosion littorale ou à la submersion marine, et contigus à des espaces habités. Mais pas de panique, vous allez voir petit à petit de quoi il retourne concrètement.
Mais avant toute chose, rappelons-nous ce que sont les littoraux et les différents types qu'on en rencontre en France. Sachant que ce soir, je vais me limiter à la France métropolitaine, donc désolé, je laisserai de côté les coraux et les mangroves. Ce sera pour une autre fois. Très logiquement, on peut distinguer des côtes plutôt élevées, par exemple des falaises, et des côtes plutôt basses, par exemple une plaine qui se termine par une plage, plaine maritime flamande typiquement pour ceux qui connaissent les environs de Dunkerque. Et en parallèle, on peut distinguer des côtes rocheuses, de calcaire, de granit, de schiste par exemple, des côtes sableuses, typiquement des plages, des dunes, mais aussi des lits d'eau, comme dans le Languedoc, et des côtes à marée, où là, en plus du sable, on aura plus ou moins de vases, marée maritime, marée d'estuaire, marée de delta comme en Camargue. Ça peut être des étendues de vases sans végétation, où on a tendance à s'enfoncer pas mal si on s'y aventure. Pensez à vos bottes. Ça peut être aussi des étendues avec végétation, auquel cas on va plutôt sur les présalés. Ça peut être des baies qui se sont comblées naturellement ou des polders qu'on a comblés artificiellement. Ça peut être encore des marais salants. Alors, quelques exemples. Côte d'Albâtre, falaise de Normandie, côte rocheuse et élevée. Facile. Île de Bréa en Bretagne, côte rocheuse également, mais basse. Côte de Nacre en Normandie près de Caen, côte sableuse et basse. Dune du Pilat en Gironde, côte sableuse et élevée. C'est plus rare, mais ça existe. Baie du Mont-Saint-Michel, côte marée, avec pour le coup des présalés. Ou encore, île de Ré, marais salant, pour le coup fortement travaillé par l'homme. Et tout cela peut bien sûr se combiner. Par exemple, ici à Belle-Île-en-Mer, on a de petites falaises, côtes rocheuses, et des plages de sable qui sont étroitement juxtaposées les unes avec les autres. Ou encore là, en Vendée, vous avez au premier plan une lagune, donc côte à marée, qui communique avec la mer plus vers la gauche de la photo, mais qui ici est abritée de la mer ouverte par un cordon dunaire avec sa plage de sable. Donc vous voyez que plutôt qu'une succession de milieux le long du littoral, on a plutôt des mosaïques de milieux aux différents endroits. Alors, nota bene, de même que la nature a horreur du vide, grosso modo, la mer n'aime pas que la côte soit découpée. C'est un principe physique selon lequel l'énergie va avoir tendance à se concentrer ici et à se dissiper là. Donc même si elle n'y arrive pas toujours, elle va essayer en permanence de régulariser la côte, de la rendre droite. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'au niveau des caps, des pointes, des saillants, on aura plutôt, qui sont notamment des côtes rocheuses, on aura plutôt de l'érosion, tandis qu'au niveau des rentrants, des baies, des anses, on aura plutôt de l'accumulation. Ce sont notamment des côtes sableuses, et c'est pas un hasard si elles sont sableuses, c'est bien que du sable scié accumule. Exactement. Alors, maintenant, une petite mise en bouche. Quand vous entendez risques littoraux, qu'est-ce que ça vous évoque ? À quoi est-ce que vous pensez ? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Inondation, tsunami. Des falaises qui s'effondrent. Falaises qui s'effondrent. Diminution des plages. Diminution des plages. Les dunes qui reculent. D'accord. Là, vous m'avez cité tous les phénomènes qui se produisent. Et si on parle de risque, c'est que peut-être que des choses sont menacées. Quelles choses ? Les habitations. Habitat humain. La faune. Ah. Plus intéressant encore. Donc, effectivement, d'une manière générale, quand on pense aux risques littoraux, on va penser plutôt à des choses comme ceci qu'à des choses comme cela. Alors, c'est pas tellement une question que, là, effectivement, c'est de la submersion, ici, c'est de l'érosion. C'est surtout qu'en général, quand on pense à des risques littoraux, on imagine plutôt de l'habitat des humains qui seraient menacés, alors qu'ici, il n'y a pas d'habitat, il n'y a pas d'humains à l'horizon.
Donc on se dit qu'a priori il y a moins de risques. Mais vous allez voir, on va rentrer dans le détail, ça va être un peu plus compliqué que ça. Alors petit point de vocabulaire d'abord. L'érosion et la submersion dont on va parler ce soir, ce ne sont pas des risques en tant que tels, ce sont des aléas. Et des aléas, un aléa c'est un phénomène, tout simplement un phénomène susceptible d'altérer des éléments. Quand on dit susceptible de, vous voyez bien que le phénomène est potentiel. Il les altérera s'il se produit effectivement, tandis qu'on parlera d'événements pour le phénomène réel qui s'est passé ou qui est en train de se passer. Quant à altérer des éléments, vous remarquez que la définition ne dit pas si ces éléments ont de la valeur ou non, s'ils ont de l'importance ou non. Ce sont des éléments. Point. Vous allez comprendre la suite. L'érosion, c'est tout simplement la limite ternaire recul. Alors évidemment que cette limite ternaire, en réalité, elle bouge en permanence entre la pleine mer, la basse mer, les vagues qui déferlent, etc. Mais il y a une limite ternaire officielle, qu'on appelle le trait de côte, qui est définie par le service hydrographique et océanographique de la marine, le CHUM, qui est basé à Brest. Et ce trait de côte, il est mis à jour régulièrement parce que, quand même, avec le temps, ça bouge. Et la submersion, c'est la Terre est recouverte par la mer. Et par habitude, le mot submersion fait plutôt référence à la submersion marine, c'est-à-dire eau salée, tandis que le mot inondation fait plutôt référence à inondation fluviale, donc eau douce. C'est pas forcément comme ça exactement dans les textes juridiques, mais par habitude, c'est plutôt la terminologie qu'on emploie. Alors, érosion et submersion ne sont pas deux silos distincts. Parfois oui, mais parfois elles vont s'auto-alimenter. Un exemple très simple, si vous avez un début de submersion en raison d'un haut niveau d'eau qui vient recouvrir toute votre plage et jusqu'au pied de votre dune, là-dessus vous avez une brèche qui se forme dans le cordon dunaire, là on passe à une forme d'érosion. L'eau se répand derrière la dune, c'est la poursuite de la submersion, et le volume d'eau qui va rentrer et sortir va finir par élargir la brèche, donc c'est une poursuite de l'érosion. Donc vous voyez comme les deux aléas peuvent s'auto-alimenter. Et ces aléas, sans que je rentre dans le détail, on peut les décliner selon leur périodicité, leur vitesse, leur réversibilité ou leur cause. Alors quelques exemples très simples. Je reviens à la côte d'Albâtre en Normandie. Ici, c'est bien de l'érosion, effondrement de falaise. Périodicité, bon, on va dire qu'à un endroit donné, un épisode d'érosion comme ça survient toutes les X années. Vitesse, ici le trait de côte a reculé de plusieurs mètres en quelques secondes. Réversibilité, non, évidemment, là c'est définitif. Même avec la meilleure colle du monde, vous n'arriverez pas à recoller les morceaux. Et la cause, elle est uniquement naturelle a priori. Une falaise, typiquement, se fragilise avec le temps, et d'ailleurs plus à cause de la pluie et du gel qu'à cause de la mer. On pourra en reparler si ça vous intrigue, mais c'est plus les précipitations et les alternances gel-dégel qui fragilisent la falaise. Rappelez-vous quand même que, en parallèle de ces épisodes spectaculaires d'érosion, il se produit de l'érosion non pas périodique mais continue, un petit peu tout le temps, et non pas rapide comme ça, mais lente, extrêmement lente, qu'on remarque à peine toute l'année, en raison, là encore, des différentes intempéries. Et l'érosion globale, à la fois lente et rapide, sur ces falaises de Normandie, qu'on connaît bien parce qu'elles ne sont pas très loin d'ici, cette érosion globale, elle est d'environ 20 cm par an. Sachant que ça peut ne pas bouger, presque ne pas bouger pendant 10 ans, et au bout de 10 ans, vous avez 2 mètres qui partent d'un coup. Ce n'est qu'une moyenne, d'accord ? 20 cm par an. Côte d'Opale entre Calais et Dunkerque, c'est encore de l'érosion. Par contre, ici, il y a eu une forte tempête. Périodicité, eh bien, un épisode tempétueux avec de puissantes vagues revient avec plusieurs années ou mois ou semaines d'intervalle. Vitesse, là, le trait de côte a reculé de quelques mètres en quelques heures. Réversibilité, eh bien oui, dans l'absolu, ce n'est pas définitif.
c'est l'avenir qui le dira, mais le trait de côte peut avancer de nouveau si les conditions le permettent, si du sable revient s'accumuler, auquel cas cet épisode d'érosion pourrait se résorber en quelques mois ou quelques années. Et la cause, ici aussi, a priori, elle est uniquement naturelle, c'est juste une tempête. Pour illustrer la question de la réversibilité ou non, je vous montre cette carte de l'évolution du trait de côte dans le Nord et le Pas-de-Calais. Alors les petits traits, les traits avec les petits triangles rouges, ce sont des falaises. Donc là, vous aurez forcément un recul définitif. En revanche, au niveau des côtes sableuses, on a mesuré ici des tendances pérennes entre 1963 et 2000, donc en 37 ans. Tendance à l'avancée, ce sont les flèches bleues, ou tendance au recul, ce sont les flèches rouges. Tendance donc pérenne, puisqu'on les a mesurées sur plusieurs années et même plusieurs décennies, mais sans qu'on puisse affirmer pour chaque endroit que la tendance ne s'inversera, que la tendance ne s'inversera plus jamais. Il y a beaucoup de facteurs qui jouent là-dedans. Ça peut très bien avancer pendant longtemps et se stabiliser, voire se mettre à reculer. Ça peut aussi reculer pendant très longtemps et se stabiliser, voire se mettre à ravancer, même si ça va être plus rare. Ici, on est à Wimereux, dans le Pas-de-Calais toujours, Côte d'Opale. Cette fois, on passe sur de la submersion. Périodicité, pareil, on va avoir un épisode de tempête, de forte tempête, qui revient à une fréquence variable. Vitesse, ici l'eau se surélève de plusieurs décimètres, voire de plus d'1 mètre en quelques heures. Réversibilité, oui bien sûr, l'eau qui submerge les quais, elle va finir par repartir en quelques heures ou en un jour. Et la cause, elle est principalement naturelle avec la tempête, mais aussi un peu humaine, avec l'élévation du niveau de la mer sur laquelle je vais revenir, puisqu'ici, à l'évidence, quelques centimètres d'élévation peuvent faire une différence. Et puis, vous avez sans doute tous cette image en mémoire. La faute sur mer en Vendée au lendemain de la tempête Xynthia, c'était en 2010, même paramètre, sauf qu'ici, l'eau s'est élevée encore plus haut, encore plus vite, et qu'elle a mis encore plus de temps pour repartir, plusieurs jours, et que ça a été un événement majeur qui a fait des victimes, qui a ébranlé tous ceux qui l'ont éprouvé, y compris les autorités, les scientifiques, tout le monde. Il y a vraiment eu, en France en tout cas, il y a vraiment eu un avant et un après Xynthia. Alors si vous vous demandez comment est-ce que la mer peut à ce point sortir de son lit, eh bien vous cumulez la marée haute, première hauteur d'eau, un fort coefficient de marée ce jour-là, deuxième hauteur d'eau. Le passage d'une tempête, c'est-à-dire d'une dépression atmosphérique au moment de la marée haute. Or, chaque fois que la pression atmosphérique baisse d'1 hectopascal, la mer s'élève d'1 centimètre. Tout simplement parce que la colonne d'air, la baisse de la pression, ça veut dire que la colonne d'air qui pèse sur elle est moins importante, donc ça pèse moins, donc la mer a tendance par compensation à s'élever un tout petit peu. Ce sont des petits réajustements en fonction de la pression. Ce jour-là, au moment du passage de la tempête, au moment de la marée haute, la pression était 40 hectopascales sous la pression moyenne, donc la mer était 40 cm plus haut que son niveau normal, que le niveau qu'elle était censée avoir s'il n'y avait eu que l'astronomie, on va dire. Ça, c'était une troisième hauteur d'eau. La tempête venait de l'Atlantique et elle poussait l'eau vers la côte. Vous prenez une bassine remplie d'eau, vous prenez un sèche-cheveux sur le côté. Alors le niveau va constamment chercher à se rééquilibrer, mais tant que vous soufflez, le niveau sera un peu plus haut d'un côté de la bassine que de l'autre. C'est ce qui se passe ici. Quatrième hauteur d'eau. Et puis la vague X ou la vague Y, à l'instant et à l'endroit où elle déferle, ça fait temporairement une 5e hauteur d'eau. Par contre, on est bien d'accord que avoir construit là, c'est pas la faute de la mer. Bien. Et puis, maintenant, en guise, en quelque sorte, de 6e hauteur d'eau, mais qui menace partout en l'occurrence, cette fameuse élévation du niveau de la mer. C'est une forme de submersion qui pourra
à l'occasion accentuer l'érosion, mais à la base c'est quand même juste de la submersion, qui n'est pas périodique comme on a vu précédemment, mais qui est continue, qui a lieu un petit peu tout le temps, qui est très lente par comparaison avec les submersions de tempêtes que l'on vient de voir, mais qui est quand même rapide à d'autres échelles, et ça on va le voir, et qui, contrairement aux précédentes qui étaient réversibles, l'eau finit par repartir, ici elle est définitive, en tout cas à nos échelles de temps, à nous, humaines, ça ne va pas redescendre. Et avec une cause, ici, qui est pleinement humaine. Et sur ce sujet, changement climatique, je me permets une rapide remise en contexte, non pas parce que je me dis qu'il y a peut-être des climato-sceptiques parmi vous, je suis sûr qu'il n'y en a pas, mais vous allez sûrement en rencontrer, parce que malheureusement les études nous montrent qu'il y en a encore beaucoup. Donc quelques petits rappels très simples. Voici l'évolution sur les 400 000 dernières années, 400 000 dernières années, de la température moyenne sur Terre, de la concentration de CO2 dans l'atmosphère et du niveau moyen de la mer. Et vous voyez plusieurs choses. Vous voyez que ces trois courbes ont tendance à évoluer ensemble, qu'il y a donc eu alternance de périodes chaudes avec un haut niveau de CO2 et un haut niveau marin, et froides avec peu de CO2 et un bas niveau marin, que nos 2000 ans depuis Jésus-Christ, ce qui est quand même pas rien, 2000 ans depuis Jésus-Christ, ils sont ici en jaune, dans ce mouchoir de poche, ça fait pas beaucoup, et déjà dans une période chaude, et qu'actuellement, la concentration de CO2 en vert, elle est en train de percer les plafonds, puisque on avoisine maintenant les 420, vous pouvez regarder régulièrement, ça change chaque année, enfin chaque année on en prend 2 ppm de plus, on est à 420 ppm parties par million. Or, puisque les courbes ont tendance à évoluer ensemble, vous voyez vers quelles répercussions on se dirige en matière à la fois de température du globe et de niveau marin. Pour rappel aussi, quand la Terre se réchauffe, le niveau marin monte selon 2 mécanismes qui contribuent à l'élévation de façon à peu près équivalente, c'est à peu près 50-50. D'une part par dilatation, comme le mercure dans le thermomètre, l'océan mondial a tendance à prendre un petit peu plus de place en se réchauffant. D'autre part par fonte des glaces continentales et uniquement continentales, puisque la fonte des glaces de mer qui se produit aussi, et la fonte de la banquise, c'est un phénomène réel qui pose d'autres problèmes, mais c'est pas ça en tout cas qui contribue à l'élévation du niveau, c'est la fameuse expérience d'un glaçon qui est déjà dans votre mante à l'eau, et quand il fond, ça ne fait pas monter le niveau. Par contre, s'il y a un glaçon sur le bord de votre verre qui fond et qui s'écoule dans votre verre, en fondant, là, forcément, ça fera monter le niveau. Et les glaces continentales, ce sont les glaciers de montagne et les 2 grandes calottes que sont le Groenland et l'Antarctique. Là, vous avez d'énormes quantités de glace qui sont sur Terre et qui n'attendent qu'une chose actuellement, qui attendent pas, c'est de descendre vers l'eau. Et si on zoome sur les 20 000 dernières années, c'est-à-dire la fin de la dernière période glaciaire, où la mer était 125 mètres plus bas qu'aujourd'hui, et le début de la période chaude actuelle, sur ces 20 000 dernières années, eh bien ça s'est passé comme ça. Vous voyez, on revient sur, vous avez 20 000 ans ici, et 0 là. Donc d'abord, pendant 5 000 ans, la mer est montée de 15 mètres, c'est-à-dire de 3 mm par an. Ensuite, en 8 000 ans, elle est montée de 105 mètres, c'est-à-dire de 13 mm par an. Ça a dû être spectaculaire et vraiment rapide. Ça a pris 8 000 ans quand même. Et puis, sur les 7 000 dernières années, elle n'est plus montée que de 0,7 mm par an. Et d'ailleurs, sur les 2000 dernières années, donc depuis Jésus-Christ, elle n'évoluait vraiment presque plus. On était autour de 0,0 mm par an. Elle était très très stable. Mais voilà, depuis 150 ans environ, ce qui est 3 fois rien à ces échelles de temps, hein, on est d'accord, depuis 150 ans, tiens donc, elle est repartie à la hausse. Et entre 1880 et 1980, elle est montée de 15 cm, c'est-à-dire à nouveau de 1,5 mm par an, alors que, vous vous souvenez, elle s'était complètement stabilisée.
Et vous voyez que ça s'accélère, et aujourd'hui, on est rendu à 3,6 mm par an, 3,7 même, ce qui équivaut à 36 cm par siècle. Mais vous voyez bien qu'avec cette accélération, dans 100 ans, la mer sera montée de plus de 36 cm par rapport à aujourd'hui, sûrement beaucoup plus, ce qui nous ramène à ces fameuses prévisions du GIEC. D'ailleurs, attention, les prévisions qu'on vous donne ça et là dans les médias, elles sont toujours à entendre par rapport à un niveau de référence. Or, ce niveau ne vous est pas souvent précisé et il peut varier d'une source à une autre. Si on vous dit la mer sera montée d'1 mètre en 2100, moi je veux bien, mais 1 mètre par rapport à quand? Par rapport à quel niveau? Son niveau d'aujourd'hui, son niveau des années 90, des années 50, d'avant la période industrielle? On ne vous le précise pas. Il y a 3 chiffres que vous pouvez garder en tête. La mer est montée de 15 cm au XXe siècle, donc entre 1900 et 2000. Aujourd'hui, elle est en train de monter de 4 mm par an à peu près, on sera bientôt à 4. Et par rapport à son niveau de la fin du XXe siècle, vous voyez qu'ici, le niveau de référence, c'est la moyenne entre 86 et 2005. Donc on va dire fin du XXe siècle. Par rapport à ce niveau, elle devrait s'être élevée de 43 à 84 cm en 2100. Plutôt 84 que 43 quand on voit comment tournent les choses. Et des scientifiques invitent à s'attendre, à garder en tête, surtout parce que c'est un chiffre rond, à s'attendre à 1 mètre d'élévation par rapport à la fin du XXe siècle, et à se préparer à ça pour qu'on soit quasiment sûr de ne pas être désagréablement surpris. Alors, question qui revient souvent, est-ce qu'avec le changement climatique, les tempêtes vont devenir plus fréquentes et ou plus intenses? On ne sait pas bien encore. Il n'y a pas de... Ça c'est prouvé, ça c'est clair, que le changement climatique entraîne ça. Les répercussions sur le régime des tempêtes, c'est pas encore prouvé de façon certaine. En revanche, même si vous avez le même régime de tempête, même si les tempêtes ne deviennent pas plus fréquentes ni plus intenses, vous pensez bien que ça fait un effet tremplin. Si vous avez les mêmes tempêtes que toujours, qui déferlent à partir sur une mer qui est un petit peu plus haute, et bien forcément, elles vont provoquer des dégâts un petit peu plus loin, sans même avoir besoin de devenir plus fréquentes ou plus intenses. Enfin, le climat a un temps de réponse relativement lent, c'est-à-dire qu'il change de trajectoire comme un énorme navire et pas comme un zodiaque. Ce qui veut dire que même si demain nous réduisions très fortement nos émissions de gaz à effet de serre, ce qui n'arrivera pas, la mer continuerait de monter quand même pendant des décennies, ne serait-ce qu'en réaction encore à nos émissions passées. Dans la réalité, elle va sûrement continuer de monter pendant des siècles, certains disent même des millénaires, on verra pas. Donc oui, il est plus nécessaire que jamais de réduire nos émissions de gaz à effet de serre, mais non, sur ce point-là en tout cas, ce ne sont pas nos générations qui recueilleront les fruits de ces efforts. C'est bête, mais c'est comme ça. C'est frustrant peut-être, mais c'est comme ça. Ce que j'aimerais que vous reteniez en tout cas, c'est que il y a des aléas habituels, normaux. Les falaises se sont toujours effondrées petit à petit, changement climatique ou non. Il y a toujours eu des tempêtes, et une fois de temps en temps, une tempête bien plus sérieuse que les autres, changement climatique ou non. Et partant de là, le littoral a toujours été mouvant, a toujours été dynamique, changement climatique ou non. Or ça, on a déjà du mal à l'intégrer et à l'accepter, sans doute parce qu'on a tendance à l'oublier, sans doute parce qu'on n'aime pas trop se le rappeler. Puis, il y a des aléas inédits, anormaux, avec ce changement climatique, qui vient rajouter une couche, qui superpose à la mouvance classique une nouvelle mouvance. Et ça, vous pensez bien que, si on a déjà du mal dans notre tête à passer le niveau 1, eh ben, on n'est pas prêt de passer le niveau 2. Alors, qu'est-ce que ça veut dire quand même? Ça veut dire que oui, évidemment, le changement climatique est bien réel. En revanche, il ne faut pas tout mettre sur le dos du changement climatique. Quelqu'un du BRGM, le Bureau de recherche géologique et minière, qui
qui me disait, attention, le changement climatique, parfois il a bon dos. Dès qu'on voit quelque chose qui nous paraît à nous, avec nos petits yeux, un peu anormal, un peu spectaculaire, on se dit c'est le changement climatique. Non, pas toujours. Il y a aussi ça. Mais qu'on a tendance à ne pas voir, à ne pas vouloir voir. Il y a les deux qui jouent. Et alors justement, on aimerait, dans l'absolu, pouvoir distinguer facilement et rigoureusement les deux catégories d'aléas. En disant, ça en bleu, c'est la nature et rien que la nature. On n'y est pour rien. Donc oui, évidemment, c'est nous qui allons nous relever les manches pour aller réparer les dégâts que la tempête a causés, mais on ne va pointer personne du doigt, on ne va pas traîner la nature au tribunal, ça nous tombe dessus et c'est tout. Tandis que ça, en rouge, c'est notre responsabilité et uniquement notre responsabilité. Donc, il faudrait traîner au tribunal ceux qui y ont contribué et que, dans l'absolu, ce soit eux qui payent la réparation des dégâts. Mais dans la réalité, on ne peut pas faire ces distinctions strictes. Si demain, une tempête majeure frappe la France et fait des dégâts, est-ce qu'elle survient uniquement à cause du changement climatique? Est-ce qu'elle serait survenue de toute façon? Est-ce que le changement climatique l'a fait survenir plus tôt? Et si oui, de combien? Est-ce que le changement climatique l'a rendu plus intense? Et si oui, de combien? On ne sait quasiment pas répondre. Tout ça est mélangé comme le lait dans votre café. Et ça n'a peut-être pas l'air de grand-chose, mais vous pourrez continuer d'y cogiter ce soir en allant vous coucher. Vous vous rendrez compte que, quand on tire le fil, ça pose des questions vertigineuses, éthiques d'abord, puis juridiques et économiques. Et on n'a pas fini d'avoir du mal à démêler les fils, parce que les fils sont très difficiles à démêler. Bien, mais les aléas à eux seuls ne font pas le risque. En face, il y a ce qu'on appelle des enjeux. Et vous vous souvenez que l'aléa est susceptible d'altérer des éléments qui pourront ou non avoir de la valeur. Eh bien, précisément, on appellera enjeux les éléments qui ont de la valeur, auxquels on accorde de l'importance, et cette fois, qu'il y ait des aléas ou non. Cette salle, par exemple, a priori, elle n'est pas menacée, ni par la mer, ni par un tremblement de terre, ni par quoi que ce soit. Pour autant, elle constitue bien un enjeu, on lui accorde une importance parce qu'on l'utilise et qu'elle rend service. Et jusqu'à présent, ce qu'on a considéré comme enjeu, ce sont les personnes, les biens et les activités. Et c'est tout. Alors vous allez me dire, c'est déjà pas mal. Oui, mais j'en dis pas plus pour l'instant. Et puis un risque, en tout cas pour les géographes, parce que dans d'autres disciplines, ils peuvent le définir de façon légèrement différente, c'est le croisement, tout simplement, d'un aléa et d'un enjeu. Autrement dit, il n'y a pas de risque si vous avez un aléa et pas d'enjeu, comme un astéroïde qui se baladerait dans le vide intersidéral. Vous n'avez pas de risque non plus si vous avez des enjeux et pas d'aléa, comme cette salle que rien ne menace. Vous avez du risque le jour où l'astéroïde prend le chemin de cette salle. Vous allez me dire, c'est tout bête. Ben oui, mais ça ne nous a pas empêché de faire des bêtises. Je prends quelques exemples. On est ici à Quiberville, du côté des falaises de Normandie. Et la petite croix de la souris que vous apercevez ici, vous la voyez? Elle est exactement au même endroit que le point blanc que vous apercevez là. Donc ici, on est sur une photo de 2019. Ici, on est sur une photo de 1952. En 67 ans, la falaise a reculé de 20 cm par an à peu près, comme elle le fait depuis bien longtemps. Et nous, dans le même temps, qu'est-ce qu'on a fait? On est allé s'agglutiner près du bord. Sans commentaire. J'ai vu un reportage télé un jour où une personne du coin disait au sujet des effondrements quelque chose comme « c'est quand même terrible, la nature nous agresse ». Et non, je suis désolé. Ici, sur ce point-là, je ne dis pas que la nature nous agresse jamais, mais ici, non, la nature elle agresse personne, ou juste les personnes qui ont bien voulu se laisser agresser. Lacanau Océan, station balnéaire sur la côte landaise, même chose, mais on est ici sur une côte basse, les constructions qui se développent pendant que le trait de côte a tendance à reculer. Ici, pas forcément de façon définitive, vous avez compris, c'est pas structurel comme dans le cas de la falaise. Dans l'absolu, du sable pourrait revenir s'accumuler et le trait de côte pourrait ravancer, mais la vérité, c'est que la côte
recule de façon suffisamment pérenne pour que la station balnéaire ait du souci à se faire et des questions à se poser. Surtout avec l'élévation du niveau de la mer. Ici, on est à Hauteville-sur-Mer, dans la Manche, sur la côte ouest du Cotentin. Idem, mais avec quelque chose de très intéressant, donc toujours entre les années 50, 60 et aujourd'hui, le trait de côte recule. On a construit une digue solide et sûrement chère, juste devant le village qui, entre-temps, s'est bien développé. Donc oui, au centre, ok, ça ne recule pas, ça ne recule plus, mais sur les côtés, ça continue. Là où on n'a pas mis la digue, parce qu'elle est si chère qu'on ne pouvait pas la mettre sur des kilomètres et des kilomètres non plus. Ce qui veut dire que petit à petit, le village est en train de devenir saillant. Or, vous vous rappelez que la mer s'échine en permanence à régulariser le trait de côte. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que plus le village dépasse, plus la mer l'attaque, et en particulier sur les côtés, plus elle grignote, c'est ce qu'on appelle les effets de bord, plus elle grignote sur les côtés, plus le village dépasse, etc. Autrement dit, quand vous voyez des choses comme ça sur des photos aériennes, vous pouvez vous dire que c'est le début de la fin. Eh, c'est bête, mais c'est comme ça. En tout cas, qu'il faut commencer à prendre le problème à bras-le-corps. Et ici, on est à 800 dans le Pas-de-Calais. Idem, mais de façon dissymétrique. Il se trouve que ça a reculé un peu plus vite à l'ouest qu'à l'est. Et vous voyez l'effet de bord qui est en train de jouer ici, au niveau de ce qu'on appelle la dune d'Havane. Alors, que fait-on en général pour réduire les risques, c'est-à-dire pour mieux contrer les aléas et ou pour mieux protéger les enjeux? Eh bien, on évoque généralement 4 grandes méthodes, 4 stratégies. Le laisser-faire, c'est une stratégie comme une autre, où on n'intervient pas tant que les choses ne paraissent pas critiques. Les défenses dures, avec des enrochements et des digues, et ou des digues. Les défenses douces, avec plutôt des réensablements et des plantations, ou carrément le recul des enjeux. Cela dit, quand les enjeux ont vraiment été installés en bordure immédiate du rivage, il y a 2 stratégies qui n'apparaissent déjà plus très viables. Le laisser-faire parce qu'on manque de temps, il est déjà bien tard, vous l'imaginez bien, on l'a bien vu sur les images précédentes. Et les défenses douces parce que pour qu'elles puissent jouer leur rôle, il faut disposer de suffisamment d'espace. Si vous n'avez pas cet espace, vous pourrez toujours ramener du sable et y planter des oyas pour essayer de le fixer. La pente sera sûrement trop forte parce que vous n'avez pas la place et tout risque de partir. Moralité, le choix se réduit plutôt soit aux défenses dures, soit au recul. Et on pourrait dire, si vous voulez un moyen mnémotechnique, à l'humidité, puisque même avec des digues, l'air de votre ville va être de plus en plus humide, ou l'humilité face aux éléments. Simple, humilité ou humilité, qu'est-ce que vous préférez? Alors ce recul, c'est un peu la stratégie de dernier recours évidemment, mais les scientifiques ont tendance à la préconiser sur le long terme, en fonction des endroits bien sûr, il ne s'agit pas de dire qu'il faudrait faire ça partout, parce qu'il faut bien se rendre à l'évidence, on ne pourra pas lutter partout et tout le temps. Ne serait-ce que sur le plan économique, peut-être qu'aujourd'hui, continuer de lutter, un peu comme ça, reste moins cher que reculer, mais ça risque de s'inverser, et dans certains endroits, ce ratio va s'inverser plus tôt que dans d'autres. Et même si on n'organise pas un recul dès demain, c'est évidemment une opération extrêmement lourde, administrativement, financièrement, psychologiquement, qui devrait donc se préparer longtemps à l'avance. Or, tout le monde est extrêmement frileux à se lancer dans ces préparatifs. Personne ne veut reculer, pour plein de raisons. Bien, on pourrait déjà parler longuement de ces cas de figure que je viens de vous présenter et des stratégies qui sont possibles ou moins possibles. Et vous avez peut-être déjà des questions à ce stade, mais pour vous faire toucher la particularité de ma thèse, je vous propose qu'on aille un peu plus loin. Parce qu'en géographie, et surtout dans l'étude des risques littoraux, on a longtemps traîné 2 mauvaises habitudes, qu'on traîne encore en partie d'ailleurs. On ne s'est intéressé qu'à ce qui se trouvait en première ligne face à la mer, et on a considéré comme enjeu que les personnes, les biens et les activités,
Autrement dit, tout ce qui tourne autour du bâti, des infrastructures humaines qui constituent des biens et qui abritent les personnes et les activités. Tout ça, il y a toujours du bâti quelque part finalement. C'est-à-dire qu'on s'est surtout soucié de configurations comme celle-ci ou celle-là, de grandes villes ou de petites stations balnéaires, où les espaces bâtis s'étendaient jusqu'au bord. Quand ils étaient menacés, c'était le plus spectaculaire, donc ça a attiré l'attention. A l'inverse, on se disait que les espaces naturels, par exemple près de la mer, des zones de dunes, des zones boisées, des zones humides, n'étaient pas des enjeux, et que si ces espaces étaient en première ligne, alors les aléas marins pouvaient bien venir les chahuter, ça ne créait pas du risque pour autant. La nature marine pouvait bien se frotter à la nature terrestre, comme ça s'est toujours fait. On comprend la logique. Alors pourquoi ? Pourquoi est-ce que ces habitudes ont été mauvaises et qu'il faut s'en détourner pour progresser ? Eh bien d'abord, vous vous doutez que la première ligne, elle n'est pas tout à fait déconnectée de ce qu'il y a derrière. Et à plus forte raison quand on parle de risques littoraux, puisque, comme on l'a vu, qu'il s'agisse d'érosion ou de submersion, c'est bien cette profondeur de la mer vers la terre que les aléas exploitent de diverses manières et à différents rythmes. Autrement dit, il faut qu'on apprenne à poser un regard plus épais sur le littoral. Ensuite, vous sentez peut-être que les enjeux, avec la définition qu'on en a donnée, ne se limitent pas, ne se limitent plus aux infrastructures humaines et à ce qu'elles abritent. Cette salle est un enjeu, d'accord ? Mais est-ce que, par exemple, les arbres à proximité ne sont pas des enjeux ? Est-ce qu'ils sont superflus ? Est-ce qu'on peut les remplacer facilement ? Ou est-ce qu'on peut s'en passer tout simplement ? Alors certains répondront ceci, d'autres cela, et de cette façon, on peut considérer que les arbres feront enjeu aux yeux des uns et pas des autres. Alors, quelques remarques. On peut considérer que la salle est un enjeu humain, alors que les arbres seraient des enjeux naturels, des enjeux non humains, mais gardons quand même en tête que tout enjeu, quel qu'il soit, sera toujours humain, au sens où c'est aux yeux des hommes qu'il a de la valeur. Autrement dit, s'il n'est pas humain par son contenu, par ce qui le constitue de façon intrinsèque, quelque part il est humain par son contenant, par le regard qu'on pose sur lui, parce qu'en quelque sorte on le met dans un sac qui est fabriqué et transporté par les hommes. Ça c'est la première remarque. Deuxième remarque, vous le savez, la distinction entre homme et nature, elle est de toute façon floue. Elle est culturelle. Confère Philippe Descola. Elle est culturelle, elle alimentera toujours des débats sans fin, donc tout ça n'est même pas binaire et peut vite devenir complexe, imbriqué, entremêlé. D'ailleurs, je vais continuer à parler d'espaces naturels, mais il va de soi qu'en France, en tout cas, ces zones de dunes, de bois, de marais, etc., ont toutes déjà été plus ou moins façonnées par l'homme. On a peut-être l'impression d'être dans la nature, là-bas, mais c'est surtout une impression. Et puis, j'ai dit que certains accorderont de la valeur à tel élément et d'autres personnes non. Il y a donc beaucoup de subjectivité dans cette histoire. Néanmoins, à une époque comme la nôtre, c'est une part importante de la population qui estime qu'il faudrait accorder plus d'importance à la nature, qu'on l'a trop négligée, dominée, exploitée par le passé, et qu'il est normal, par exemple, qu'on développe le droit de l'environnement. Il y a donc là-dessus une grande addition de subjectivité, finalement, qui finit par peser et par tendre vers une certaine objectivité. Oui, d'une manière générale, la société accorde plus d'importance à la nature, se soucie davantage d'elle, même si on est encore loin du compte. Je reprends ma mise en bouche de tout à l'heure. Il n'y a pas de bâti à l'horizon, donc a priori il n'y a pas de risque, mais si on se décale un peu, eh bien voilà, ce glissement de terrain, qui n'est pas aberrant parce que ces formations sableuses se fragilisent typiquement avec le temps, il est survenu au ras d'un sentier que des gens empruntent et auquel ils accordent de l'importance parce qu'il leur permet de venir contempler le paysage, la faune, la flore, de venir inspirer un bol d'oxygène, etc.
Or là, effectivement, problème. Autrement dit, on a un aléa qui est normal, et même en l'espace de bâti, on a un enjeu qui est nouveau, en tout cas qu'on regarde différemment à notre époque, et ça crée une forme de risque, le risque que l'enjeu, c'est-à-dire l'espace naturel, soit altéré, qu'il soit endommagé, qu'il ne soit plus comme avant. Il nous faut donc reconnaître aujourd'hui tous les enjeux en présence, tous les types d'enjeux en présence, ce qui consiste, vous l'avez compris, à élargir notre champ de vision par rapport à ce qu'on a longtemps répété. Même moi, il y a 15 ans en master, on nous disait bien, s'il y a de la nature à l'avant, c'est pas des enjeux, donc il n'y a pas de risque. Eh bien, c'est pas si simple. Et les espaces naturels, oui, voilà, ils constituent des enjeux aujourd'hui, dès lors qu'on leur attribue de la valeur, et on la leur attribue à la fois pour ce qu'ils sont et pour ce qu'ils font. Si je reprends ce cas de figure, sans infrastructure à l'horizon, ces espaces naturels sont des réservoirs de biodiversité et aussi de géodiversité, et ils font le bonheur de personnes qui viendraient de loin pour les arpenter, pour en profiter, pour s'y promener. Alors, qui dit risque, dit gestion du risque. Alors allons-y, reprenons nos 4 stratégies de tout à l'heure, cette fois en présence uniquement de nature, d'espèces de flore, de faune et de leurs habitats. Vous l'avez compris, la réponse a longtemps été de laisser faire. D'ailleurs, c'était même pas une réponse, puisqu'en réalité, la question ne se posait même pas. Mais aujourd'hui, pour éviter que ces enjeux naturels ne soient emportés par les flots, on pourrait imaginer d'appliquer les autres méthodes, défense dure, défense douce, ou recul des enjeux. Vous remarquez que par rapport à tout à l'heure, le laisser-faire et les défenses douces retrouvent a priori une raison d'être, puisqu'on a respectivement plus de temps avant que les hommes eux-mêmes soient chahutés, et plus d'espace pour mettre en place une défense douce, digne de ce nom, pertinente, viable et efficace. Alors vous allez me dire, ce serait quand même fort de café d'aller mettre des défenses dures ici, c'est-à-dire quelque chose de pas du tout naturel, entre la nature marine et la nature terrestre. Alors certes, mais ajoutons un peu de complexité. Les configurations que j'étudie tout particulièrement dans le cadre de ma thèse, ce sont celles-ci. Lorsque l'espace naturel en première ligne n'est pas très profond, et que l'homme est installé juste derrière, toujours assez près de la mer, suffisamment près pour être lui-même à portée d'aléas, certes pas à court terme, puisqu'il y a cet espace naturel devant, mais disons à moyen ou long terme. Pour vous illustrer ça, je vous remontre la vue de 800, qui n'est qu'un exemple parmi d'autres. Si on zoome ici, à l'ouest, là précisément où l'effet de bord est en train de jouer, vous voyez qu'on a à l'avant un espace naturel, un maigre espace naturel en première ligne. Il était moins maigre auparavant. Et derrière, on a des maisons plutôt cossues, voilà, légèrement en retrait. Donc 3 espaces, la mer, l'espace naturel, l'espace habité, les 3 espaces qui sont dans un mouchoir de poche. Donc si je récapitule, on a 3 grandes configurations. Des sites où les espaces habités viennent jusqu'au rivage et sont donc directement exposés aux aléas. D'autres sites où la première ligne est occupée par des espaces naturels suffisamment profonds pour que les aléas les affectent uniquement eux. Et d'autres sites encore où la première ligne est occupée par des espaces naturels peu profonds, de sorte que les aléas pourront les affecter eux, ainsi que les espaces habités adjacents. Alors petit point de vocabulaire, le trait bleu à chaque fois c'est le trait de côte. Or ici dans la dernière configuration, on a un second trait qui jusqu'à présent n'a pas de nom particulier. C'est bien la preuve qu'on n'a pas poussé le regard beaucoup plus loin que la première ligne. Personnellement, j'ai décidé de l'appeler le trait de lisière côtière. Vous verrez peut-être que dans quelques années, vous en entendrez parler. Ça viendra de moi. Maintenant, vous pensez bien que si on est capable d'apprécier de vastes espaces naturels littoraux pour ce qu'ils sont et ce qu'ils font, déjà sans qu'on soit installé à côté, alors à plus forte raison,
si on en est voisin, eh bien ces espaces naturels sont alors un cadre de vie et de véritables lieux de récréation pour les riverains qui vont pouvoir pleinement, fréquemment profiter de leur biodiversité, de leur géodiversité. Et ils font tampon pour éviter, pour préserver les installations riveraines d'une exposition trop directe ou trop précoce aux aléas. Autrement dit, ils permettent aux gens de dormir plus tranquillement, si avec ça ce ne sont pas des enjeux. Donc il y a un attachement évidemment de ces personnes pour ces espaces naturels, et au cours des enquêtes de terrain que j'ai pu mener, c'est quelque chose que j'ai pu sentir. Il y a pas mal de gens, pas forcément tout le monde, hein, mais il y a pas mal de gens qui sont finalement aussi peu prêts à laisser partir ces espaces naturels à la mer qu'ils ne sont pas prêts à laisser partir leur propre maison à la mer. Alors qu'ils sont propriétaires de leur maison, ne sont pas propriétaires de ces espaces qui sont souvent publics, mais voilà, c'est là où ils vont se promener, c'est leur cadre de vie, c'est ce qu'ils voient depuis chez eux, et il y a un attachement. Et voilà, on voudrait mettre ça sous cloche finalement. Et regardez, ce fameux secteur à l'ouest de 800, eh bien France 2 a fait traîner ses drones par là pour illustrer un reportage du JT du 13h il y a 2 ans, reportage qui s'inquiétait que ce joyau de la côte d'Opale était menacé par l'érosion. Et on peut supposer que cet écrin encore un peu naturel à l'avant, qu'ils ont filmé, contribue à ce qu'on parle de joyau. Quand on commence à parler de joyau, tout est dit. Alors là aussi, nature devant, bâti pas loin derrière, on peut reprendre nos stratégies habituelles. Est-ce qu'on laisse faire? Est-ce qu'on recourt à un réensablement et ou à des plantations en guise de défense douce? Est-ce qu'on sort l'artillerie lourde, qui certes ne se justifiait pas vraiment quand il n'y avait pas de bâti à l'horizon, mais quid ici? Auquel cas on mettra plutôt des enrochements à l'avant près de la mer sur le trait de côte, ou plutôt des digues à l'arrière près des hommes sur le trait de lisière côtière, voire les deux. Ou est-ce qu'on recule avec 2 variantes? Soit on accepte que la mer gagne un peu, mais on n'accepte pas encore de déménager, et on va essayer temporairement d'aider cette nature terrestre qu'on apprécie à reculer, à se serrer pour qu'elle ne soit pas emportée par les flots, mais elle finira par être prise en étau, vous le comprenez bien. Ou alors, on recule l'ensemble, et la nature et les hommes, en essayant de renaturer ce qui était préalablement urbanisé, si on y arrive, de sorte que la nature terrestre puisse aussi confortablement que possible bien glisser, rouler sur elle-même, à mesure que vont jouer érosion et submersion. Cela dit, vous pensez bien que si les gens rechignent déjà à déménager, à reculer, alors même que dans certains endroits la mer tape à la porte de leur maison, vous pensez bien qu'ici ils sont encore moins disposés à reculer s'ils ne sont même pas encore directement exposés. Alors vous vous dites que tout ça devient complexe, eh bien on peut mettre une dernière pièce dans la machine. Je reprends 800, voici le périmètre d'une ZICO, une zone d'importance pour la conservation des oiseaux. Je n'ai pas besoin de rentrer dans le détail, l'intitulé est assez explicite. S'y superpose en partie le périmètre d'une ZNIEF, une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique. Se superpose encore, bien qu'uniquement en mer, ici une ZPS, une zone de protection spéciale au titre de la directive Oiseaux de Natura 2000. Se superpose surtout à tout ça une ZSC, une zone spéciale de conservation, au titre cette fois de la directive Habitat de Natura 2000. Et last but not least, se superpose le Conservatoire du Littoral, établissement public qui est propriétaire tout simplement de ces terrains en bleu. Moralité, et tout ça va me ramener peu à peu à ma question de titre, aimons-nous vraiment la mer? Et pour l'instant, j'ai envie de dire, oubliez même le changement climatique. Vous avez vu qu'il n'est pas tout seul à jouer dans cette histoire. Pour l'instant, oubliez le changement climatique, je vais y revenir à la fin. On est bien souvent dans des configurations comme cela. C'est-à-dire que l'espace naturel en première ligne, il fait l'objet de divers statuts de protection, qui pourront aussi être des réserves naturelles, des réserves biologiques, des parcs nationaux, des sites classés, des forêts domaniales et ainsi de suite. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la puissance publique, avec ce que lui fait remonter la science, mais aussi parce que nous, citoyens,
disons, nous soucier davantage de la nature. La puissance publique considère à son tour que ces espaces naturels ne sont pas quelconques, mais qu'ils sont en effet précieux à un titre ou à un autre. Si on leur accorde ainsi encore plus de valeur, et une valeur qui est encore plus objectivée, encore plus officielle, encore plus formelle, alors ça suggère encore plus d'enjeux, ils font encore plus enjeux, et ça suggère encore plus de risques dès lors que les aléas peuvent les affecter. D'où la question suivante. En ayant instauré ces statuts de protection, en ayant dit ça c'est de la nature et ça doit le rester, est-ce que la puissance publique est d'autant plus prête à laisser la mer faire ce qu'elle veut de ces espaces en considérant que tout ça c'est la nature, ou est-ce qu'au contraire elle va vouloir les défendre strictement pour qu'ils restent absolument comme avant? Eh bien on ne sait pas. Elle ne sait pas trop. Et il y a plein d'arguments, et de bons arguments, des deux côtés. Vous aurez d'ailleurs peut-être relevé que ces espaces, on les appelle souvent des espaces naturels protégés. Et c'est là toute l'ambiguïté du mot. Méfiez-vous du mot protégé. Je ne dis pas qu'il ne faut jamais l'utiliser, je dis qu'il faut s'en méfier. Puisque vous voyez bien que la protection des uns, protéger la nature contre les turbulences des hommes en décrétant par exemple une réserve naturelle, n'est pas forcément la protection des autres. Protéger les hommes contre les turbulences de la nature en érigeant par exemple une digue. D'autant que, évidemment, une réserve naturelle n'autorise pas, théoriquement, qu'on aille construire une digue en béton dans son périmètre. Il y a donc des incompatibilités. Donc, petite parenthèse, sur ces sujets en tout cas, et vous allez voir, hein, les journalistes et tout, et même les scientifiques, parfois ils utilisent protéger comme ça, mais protéger en soi, ça ne veut rien dire. Il faut à chaque fois qu'on précise qui protège quoi, contre quoi et de quelle façon. 4 choses. Qui protège quoi, contre quoi et de quelle façon. Tant qu'on n'a pas précisé tout ça, eh ben, il y a des malentendus qui traînent. Hop, que je ne me perde pas. Voilà. Je vous mets ici les 4 sites que j'ai spécifiquement étudiés dans le cadre de ma thèse. Si vous les connaissez, on pourra en discuter. Alors, bien sûr que ces statuts de protection partent d'une bonne intention, hein. Moi je suis le premier à les soutenir. Simplement, jusqu'où va-t-on vouloir protéger et peut-être surprotéger ces espaces? À cette interface nature-nature, nature marine, nature terrestre, est-ce qu'on va se battre contre la mer? Si on répond non, d'accord, mais alors que va-t-il arriver à la biodiversité ou à la géodiversité remarquable, parfois rare, que l'on s'est légitimement engagé à conserver ici? Que va-t-il leur arriver si elles n'ont pas vraiment d'autre endroit où aller? Pour information, ces espaces sous statut de protection, ils sont toujours gérés par une structure. Ça peut être une association, un syndicat mixte, une commune. Et les gestionnaires, ce sont des professionnels de la conservation de la nature. Des biologistes, des écologues, des ornithologues, etc. Puisqu'ils ont, par leur formation, une haute sensibilité à la nature, on pourrait s'attendre à ce qu'ils insistent pour laisser faire, laisser les choses évoluer librement. Eh ben non, pas toujours. Leur mission, elle est bel et bien de conserver telles entités de haute valeur dans tel périmètre. Alors évidemment, ils ne vont pas avoir envie généralement d'aller couler du béton là-dedans, mais pour autant, ils ne sont pas toujours prêts à laisser la mer venir n'importe où, n'importe quand, n'importe comment. Il y a un côté jardin, si vous voulez. Au fond, depuis environ 50 ans que le droit de l'environnement a émergé, on s'est essentiellement focalisé, pour ne pas dire exclusivement, sur les altérations de la nature à cause des hommes. On n'a vu que ça, et on a lutté contre ça, et on a bien fait. Et on n'a pas fini. Mais on n'a vu que ça. En oubliant au passage que la nature, eh bien, elle s'altère aussi elle-même. Sinon, d'ailleurs, on ne serait sûrement pas là. Elle se heurte continuellement à ses échelles de temps à elle, et la mer en est un excellent exemple. Vous vous souvenez de ça? Donc le jour où la nature, qu'on veut sauvegarder coûte que coûte, elle est attaquée non pas de ce côté-ci, mais de ce côté-là, par la nature elle-même et pas par les hommes, eh bien, on ne sait pas trop quoi penser, on ne sait pas trop quoi faire.
C'est quelque chose qu'on n'avait pas vraiment prévu dans notre logiciel. Le problème, entre guillemets, c'est pas tellement d'attribuer plus de valeur aux espaces naturels et d'y instaurer des statuts. Ça, encore une fois, quelque part, tant mieux, ne serait-ce que pour qu'on n'aille plus faire de lotissement au milieu d'un marais. Le problème, c'est que l'être humain est ainsi fait que, dès qu'il attribue de la valeur à un élément, quel qu'il soit, il ne veut pas que cet élément soit altéré, modifié par quoi que ce soit. Il exige que cet élément reste intact, fidèle à un certain état jugé optimal, qu'il reste comme avant. En quelque sorte, si vous voulez, on dit à la nature « Stop, ne bouge pas, ne bouge plus, c'est comme ça que tu es la meilleure, si, fais-nous confiance, on s'y connaît. » Voilà, clic-clac, merci Kodak, et après on diffuse les photos, venez voir en vacances, vous allez voir exactement telle chose, vous allez pouvoir profiter de ceci, de cela. Imaginez, alors l'exemple que j'adore, imaginez les réactions de la société le jour où l'arche d'Étretat va s'effondrer. Pourtant, elle est elle-même le résultat de dynamique. Et on préfère l'oublier. Autrement dit, on traîne une vision fixiste des choses qu'on ne va pas pouvoir appliquer éternellement, qu'on ne va pas pouvoir tenir éternellement. Je fais une digression rapide, mais vous allez comprendre. Regardez Notre-Dame de Paris. C'est l'enjeu par excellence. On voulait continuer à la préserver intacte siècle après siècle. On a échoué, mais à présent, on s'active pour la restaurer fidèlement à un certain état jugé optimal. Bon, très bien. Il y a d'ailleurs un mot pour tout ça. Il y a un mot pour tout ça. Le patrimoine. Patrimoine historique, culturel, gastronomique, et vous l'avez peut-être remarqué, on parle maintenant beaucoup de patrimoine naturel. On patrimonialise la nature. Encore une fois, pour de bonnes raisons. Pourquoi pas? Mais jusqu'où va-t-on? Quid quand la nature elle-même, comme la mer, vient faire des siennes, vient lancer des boules de bowling vers le tableau qu'on a patrimonialisé. C'est que cette patrimonialisation, elle est sélective. Regardez, on patrimonialise des éléments naturels, tangibles, comme des espèces, des habitats, des fossiles, des arches rocheuses, etc. On ne patrimonialise pas des phénomènes naturels, intangibles ou éphémères, comme des nuages, des tempêtes, la pluie, les vagues, les mouvements de la marée, des effondrements, etc. Pourtant, tout ça, c'est la nature. Élément comme phénomène, en tout cas, dans le sens qu'on donne habituellement au mot nature dans notre culture. Or, quand on dit qu'on veut la préserver, cette nature, en réalité, regardez bien, on veut préserver des éléments, et surtout s'ils sont vivants, et surtout s'ils sont mignons, je ne sais pas si vous avez remarqué, on ne veut pas préserver des phénomènes. C'est pas prévu. Regardez, même pas besoin d'aller à Étretat, je reprends une falaise, tout ce qu'il y a de plus normal. Vous pouvez vouloir préserver ces éléments tangibles, c'est-à-dire ces roches telles qu'elles sont en place actuellement, mais alors, vous allez essayer de vous battre contre le phénomène qui veut emporter ces roches ailleurs, les briser, les dissoudre. Ou bien vous pourriez vouloir préserver le phénomène, c'est-à-dire garantir à la falaise sa liberté naturelle de s'effondrer de temps en temps sans prévenir, mais alors vous allez devoir faire le deuil des roches tangibles telles qu'elles sont en place actuellement. Vous ne pouvez pas préserver tout à la fois, il y a forcément un sacrifice à faire. Alors c'est un exemple que j'aime bien prendre, parce qu'ici dans l'absolu, on aimerait pouvoir garder bel et bien les roches en place et empêcher la falaise de reculer, mais pour le coup, dans des endroits comme ça, c'est quasiment impossible, donc on ne le fait pas. Donc c'est bien le phénomène qu'on finit par garder, mais à contre-cœur. Accepter sans réserve, que la falaise continue de reculer, ce serait donner volontairement la priorité au phénomène sur l'élément, et ça, c'est pas du tout intuitif pour nous. Donc voilà, de la même façon, on aime l'élément mer, on n'aime pas vraiment le phénomène mer. Il va peut-être falloir qu'on règle un peu cette horloge-là. Mais, et j'y reviens enfin, vous l'avez compris, le changement climatique nous met précisément des bâtons dans les roues. C'est un peu le grand brouilleur de pistes, le grand mélangeur de cartes, parce que ce phénomène mer,
avec lequel il faudrait se réconcilier au moins un petit peu, eh bien, il a de plus en plus notre patte et la patte de nos excès, sans qu'on puisse savoir ce qui est bleu, ce qui est rouge. Donc tout ça commence à être sans fin, et il y a des tempêtes sous un crâne en perspective. Conclusion, pourquoi est-ce qu'il n'est pas du tout intuitif pour nous de donner la priorité aux phénomènes sur les éléments? Eh bien, on y revient toujours, nous avons une addiction au contrôle, à la maîtrise des choses. Et c'est pas un gros mot, c'est normal de vouloir contrôler sa voiture quand on la conduit. C'est autre chose de vouloir tout contrôler partout et tout le temps. Que je sache, on ne contrôle pas les battements de son cœur et on ne s'en porte pas plus mal. On aime des situations comme ça. On aime que ce soit simple comme ça. On peut dire là c'est chez nous, là c'est pas chez nous. Et la barrière elle est solide, elle est étanche. On aime que ce soit confortable comme ça. On aime moins ça, qu'il y ait un espace intermédiaire qui ne soit ni tout à fait ceci, ni tout à fait cela. En l'occurrence, ni tout à fait la terre, ni tout à fait la mer. Et on n'aime pas du tout ça. C'est-à-dire quand les limites sont elles-mêmes mouvantes et poreuses, si elles nous glissent entre les doigts, pour nous c'est insupportable. Alors quand le littoral nous a offert ça par le passé, on l'a d'abord discipliné comme ceci, puis comme cela, généralement en colonisant l'espace intermédiaire pour tourner l'hésitation à notre avantage. Il n'était pas très profond, on l'a drainé, on l'a poldérisé, on l'a gagné sur la mer. Eh bien, il va falloir qu'on apprenne à revenir à ça, plus ou moins. Ça ne va pas être instinctif du tout, mais que ça nous plaise ou non, ça va dans le sens de l'histoire, de notre histoire, y compris avec ses erreurs de parcours. Et j'ai la faiblesse de penser que les générations futures nous remercieront d'avoir consenti de revenir peu à peu à ça. Il faut qu'on retrouve la culture du risque et la culture d'un espace tampon, d'un espace un peu gris, voilà, entre ce qui est à nous et ce qui n'est pas à nous. Donc, personnellement, je voudrais pousser vers cette représentation des choses. Il va falloir qu'on apprenne à accueillir la mer, ce qui ne veut pas dire ouvrir toutes les vannes, comme vous le voyez, avec la position des mains. D'ailleurs, quand on accueille quelqu'un chez soi, c'est pas pour le laisser faire n'importe quoi. Bien sûr qu'on va garder un certain contrôle, mais il va falloir trouver un équilibre et apprendre à faire un peu de place à la mer, mer élément aussi bien que mer phénomène. Sinon, de toute façon, cette place, elle finira par la prendre. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Désolé, j'ai peut-être été un peu long. Oh, c'est bien. Oui, bien sûr. D'accord. Merci. Bonne soirée. Et juste pour information, avant que j'oublie, j'ai mis un kakémono ici à la sortie. C'est un kakémono qui résume un peu ma thèse. Si vous voulez ensuite jeter un œil dessus, il est à disposition. Avez-vous des questions ? Oui. J'ai juste une petite question par rapport à ce que tu as dit sur le fait que les tempêtes n'étaient pas complètement, enfin, ou pas définitivement corrélées pour les scientifiques par rapport à l'élévation de température. J'avais cru comprendre que en particulier dans le golfe du Mexique, qui est l'endroit où les ouragans et cyclones se développent de manière importante, c'est lié à la température de l'eau. C'est-à-dire que si l'eau est supérieure à 29 degrés, là ça devient un moteur pour faire ces cyclones. Et si l'eau monte, si la température de l'eau monte encore plus, l'ampleur de ces ouragans et cyclones augmente. Est-ce que je me trompe ou... Alors, j'ai lu les mêmes choses que toi, et aussi comme la température à partir de laquelle les ouragans peuvent se former, elle est atteinte à de plus hautes latitudes, oui. Ils peuvent monter aussi plus haut leur trajectoire. Alors, il y a effectivement, c'est effectivement en train d'être précisé, travaillé. Après, de ce que je lis aussi, il y a des différences entre... Enfin, les cyclones, c'est aussi des choses particulières, c'est aussi des phénomènes particuliers.
et les cyclones et les tempêtes qui vont venir sur la Bretagne et nos côtes à nous, c'est pas forcément les mêmes choses. Et parmi les travaux de thèse et autres travaux de recherche qu'il y a eu en France sur les tempêtes qui ont frappé les Hauts-de-France, la Normandie, la Bretagne, sur un pas de temps très long, pour ce contexte local qui n'a donc pas grand-chose à voir avec les ouragans, qui sont encore une autre problématique, on ne constate pas de changement statistiquement significatif de changement de régime des tempêtes qui viennent en tout cas frapper la France, ni de fréquence ni d'intensité. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, ça veut dire que pour l'instant c'est pas encore évident, c'est pas encore prouvé à suivre. Oui, toutes les côtes mondiales sont touchées par l'ensemble des phénomènes que vous avez décrits. Alors oui, toutes les côtes mondiales. Alors l'élévation du niveau de la mer, nécessairement, elle touche toutes les côtes mondiales. Cela dit, c'est plus compliqué que ça. Ça peut paraître contre-intuitif, mais la mer s'élève un peu plus dans certains endroits que dans d'autres. Un peu comme vous avez des marées qui, pourtant, c'est le même soleil et la même lune, mais la marée monte plus ou moins haut dans certains endroits. Ça dépend de plein de choses. Mais grosso modo, l'élévation du niveau marin, elle est partout pareille. D'ailleurs, 4 mm par an, dans certains endroits ça monte moins vite que ça, dans d'autres endroits ça monte plus vite que ça, avec ces distorsions. Et après, si on évacue le changement climatique, la mouvance naturelle du littoral, oui c'est quelque chose de mondial, mais ça dépend beaucoup de la nature du littoral. Vous le voyez bien, rien qu'en France, entre les falaises de calcaire en Normandie et les falaises de granit en Bretagne, elles ne reculent pas de la même façon. Le granit est un peu plus solide. Les Bretons en sont fiers. donc ça dépend aussi de la nature du littoral. Est-ce qu'il y a une réflexion globale de l'ensemble des scientifiques, sur cette thématique-là? Est-ce qu'il y a des réunions en disant, voilà, on a constaté ça, est-ce qu'il y a des échanges sur qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut apporter en réflexion? Oui, enfin, sur cette thématique qui est très vaste, il y a de nombreux échanges, programmes de recherche, qu'ils soient francophones, européens ou mondiaux. Parfois d'ailleurs lors des rassemblements du GIEC, ou parfois il y a des rapports thématiques du GIEC sur les aspects uniquement aquatiques, marins. Parfois lors des COP, on parle beaucoup des conférences plénières, mais il y a aussi des commissions en atelier pour traiter plus des questions littorales. Donc, j'ai envie de dire, il y a beaucoup de matières grises qui travaillent là-dessus. Après, voilà, il y a aussi des choses qui échappent. Sachant que, on est bien d'accord, autour du changement climatique, comme autour de n'importe quel aléa, mais on en parle beaucoup pour le changement climatique, il y a deux choses, il y a atténuation et adaptation. L'atténuation, c'est faire en sorte que l'aléa soit moins important, et l'adaptation, c'est, pour ce qu'on n'arrivera pas à atténuer, essayer de mieux se protéger face à l'aléa. Il ne faut pas choisir l'un ou l'autre, c'est les deux à la fois, bien sûr. Moi, je suis plus sur le côté adaptation. Et en parallèle, il y a plein de gens qui travaillent sur l'atténuation et la réduction des émissions de gaz à effet de serre, etc. Donc tout ça travaille en symbiose. Après, vous l'avez vu, il reste beaucoup d'incertitudes. Et ça, c'est ce que les gens parfois nous renvoient comme critique, en disant « Ouais, mais vous savez pas si en 2100, elle sera montée de ça ou de ça. Donc, vous savez rien, en fait. » Alors évidemment, c'est que c'est très difficile de prévoir ce genre de choses. Ça va en partie dépendre d'ailleurs des efforts qu'on va réussir à faire ou ne pas faire. Mais quand bien même les efforts seraient constants, alors qu'il y a déjà de l'incertitude là-dessus, on ne sait pas exactement comment la calotte de l'Antarctique va se comporter, si à un moment il va y avoir une masse critique et qu'il y a un gros morceau qui va se détacher. Il y a régulièrement des nouvelles publications, on essaye de mieux... Mais donc oui, il y aura toujours une fourchette. Il n'empêche qu'en attendant, il y a des décisions qu'il va falloir prendre. Malgré ce qu'on ne sait pas, avec ce qu'on sait et malgré ce qu'on ne sait pas. Il va falloir trancher le nœud gordien à un certain moment et dire, ben voilà, on va là-dessus, même si on ne sait pas quand la prochaine tempête Xynthia va survenir, avec une submersion majeure qui fera peut-être des victimes, ça peut arriver dans 10 jours, ça peut arriver dans 10 ans, on ne sait pas. Et toutes les nouvelles technologies, les moyens de communication comme les satellites ne peuvent pas aider un peu plus à prévoir... Les satellites nous aident beaucoup à estimer cette fameuse élévation du niveau marin de façon de plus en plus précise. Donc ça, là-dessus, on est assez calé sur ce qui se passe actuellement en temps réel. En revanche, pour ce qui est de des prévisions météo, enfin c'est un vaste sujet, mais vous voyez, déjà on essaie de faire des prévisions à 10 jours ou 2 semaines aujourd'hui qui valent ce qu'elles valent.
On ne peut pas dire que le 27 janvier 2036, il y aura une tempête majeure. On le sait 48 heures avant. Alors après, on peut améliorer les systèmes d'alerte et d'évacuation. Pour Xynthia, le problème, c'est pas uniquement la tempête. On a tendance à tout jeter sur la tempête. Après, on a beaucoup jeté sur le maire qui avait autorisé les constructions. Et c'est vrai qu'il y a une part de responsabilité, il a été jugé. Mais il n'y a même pas que ça. C'est pas que la tempête et la faute du maire. Il y a aussi tout le système d'anticipation qu'il fallait revoir. Après Xynthia, Météo France a ajouté la vigilance vague submersion à sa liste de différentes vigilances. Ça n'existait pas avant. Ils avaient mis les départements en alerte rouge vent, parce que c'est tout ce qu'ils avaient, et les gens ne s'attendaient qu'au vent, et les gens ne s'attendaient pas à ce que la mer sorte de son lit comme ça. J'ai une petite question. On a eu une conférence sur le problème des inondations, et sur les inondations, on a parlé des crues décennales, centenaires, etc. Bon. Ouais. Et donc avec les autorisations de construction qui doivent prendre en compte ces phénomènes-là. Est-ce que pour la submersion, on a le même genre de phénomène périodique, on va dire? Oui, alors oui, on essaye d'évaluer les niveaux, les hauts niveaux d'eau. En fait, ce qui nous inquiète, c'est les hauts niveaux d'eau. Oui. Parce que si vous avez une tempête, même si elle est très forte, etc., mais qu'elle survient à un moment où c'est marée basse, Oui. En fait, ça ne nous intéresse. Enfin, ça ne nous intéresse pas beaucoup. Donc, ce qui nous intéresse d'anticiper, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le premier hauteur d'eau, deuxième hauteur d'eau, troisième hauteur d'eau, c'est quand est-ce qu'il va y avoir une conjonction de ce type. Et donc, on évalue des niveaux avec ces histoires de fréquences décennales centennales. Ça devrait atteindre tel niveau une fois tous les 10 ans, statistiquement, évidemment, c'est une moyenne, et tel niveau tous les 100 ans. Sauf qu'effectivement, avec le changement climatique et l'élévation du niveau de la mer, le centennal devient décennal, le décennal devient annuel. On va vers ça. Donc, alors, il y a les PPRL, les plans de prévention des risques littoraux, qui sont effectivement décidés par l'État, qui va tracer. On est a priori tranquille pour un certain temps, a priori. La défense douce, elle va coûter beaucoup moins cher, c'est son avantage. Par contre, elle demande une vigilance. C'est juste où est-ce qu'on met le curseur, quoi. Elle demande une vigilance permanente. Ça va dépendre des conditions. Si vous avez, parfois vous avez, alors oui, il y a toujours des tempêtes l'hiver, mais parfois vous avez des hivers sans tempête majeure. Donc la dune, elle n'est pas trop attaquée. Pendant l'été, vous avez de bonnes conditions qui reviennent avec le soleil, le vent. La mer remonte elle-même du sable sur les petits fonds. Le vent le prend en charge, reconstitue la dune. Et donc si ça fonctionne bien, il n'y a pas besoin de le rajouter. Si tout d'un coup on voit que... il faut être réactif et compenser dès qu'on peut. L'avantage c'est que on fait ça en fonction des besoins et ça coûte moins cher. Parenthèse juste pour les défenses dures, les gens se disent bon certes c'est un gros investissement de départ, mais ensuite c'est solide, on est tranquille forever, pour toujours. C'est pas pour toujours. Et deux, on ne voit que l'investissement de départ, mais si on veut que la digue justement tienne le plus longtemps possible, il faut l'entretenir. Et ça coûte de l'argent sur le long terme. C'est pas juste au début et ensuite on est tranquille. Et puis dans certains cas, il faut les monter. Ça se fait, ça a déjà commencé à se faire pour les centrales nucléaires, de rehausser, à Gravelines, près de Dunkerque, de rehausser les digues en prévision des futurs niveaux d'eau. Mais est-ce qu'il faut végétaliser les dunes? Alors c'est mieux de les végétaliser. Alors parfois elles se végétalisent toutes seules, mais on peut les aider et les végétaliser pour, encore une fois, ça va servir à ce que ça sert. Mais ça peut... Avec aussi la question de l'aspect paysager. Moi je me souviens de Réunion, et c'était intéressant. Justement, les habitants de 800, là, que je vous ai montré, et c'était intéressant. On voyait, ils étaient vraiment face à un dilemme. On leur disait, bah, écoutez, c'est simple. À quoi est-ce que vous êtes le plus attaché? Est-ce que vous êtes attaché à la position du trait de côte tel qu'il est aujourd'hui, ou est-ce que vous êtes attaché à cet aspect un petit peu naturel qui est devant vos maisons? Parce que vous n'allez sûrement pas pouvoir garder les deux. Soit vous voulez garder le trait de côte à tel endroit, et il va falloir durcir le trait de côte, et donc dans ce cas-là, l'aspect naturel, semi-sauvage que vous aimez bien, où il faut en faire le deuil. Soit vous voulez garder cet aspect un petit peu semi-sauvage, mais il va falloir accepter que ça va reculer. Où est-ce que vous mettez le curseur? Et les gens savaient, parfois, alors bon, certains disaient bah, je veux ceci, d'autres disaient je veux cela, et beaucoup de gens étaient hésitants, ils ne savaient pas trop, ils disaient bah, effectivement, si je voudrais garder les deux, si je ne peux pas garder les deux,
Qu'est-ce qui compte le plus pour moi? Et c'est pas forcément simple. Oui, est-ce que tu as regardé ce qu'ils ont prévu aux Pays-Bas? Parce qu'aux Pays-Bas, ils se trouvent dans une situation où ils ont une proportion de leur territoire qui est en dessous du niveau de la mer, qui est très importante. Et donc, avec toutes les poltères dont tu as parlé, est-ce que eux, qu'est-ce qu'ils font comme action? Parce que si jamais l'eau monte et avec les tempêtes passe au-dessus des digues, il va y avoir des zones inondées qui vont être assez importantes. Alors les Pays-Bas, ils se posent pas trop de questions, mais ça se comprend. Eux, ça fait longtemps, très longtemps, qu'ils sont en mode digue, défense dure. Alors défense dure, ils ont développé du génie civil, ils les végétalisent aussi, leurs digues, pas seulement les dunes, mais les digues. Ça se comprend pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'ils ont eu un traumatisme très fort, la tempête de 53, où il y a eu 1200 ou 1500 morts. Donc plan delta, ensuite les grandes digues. L'autre raison, qu'il y ait eu cette tempête ou pas, dans tous les cas, il y a, alors je ne sais plus le pourcentage exact, mais en gros la moitié des Pays-Bas qui est sous le niveau des plus hautes eaux. Donc c'est vraiment une question d'intégrité nationale, quoi. Je veux dire, c'est quand on parle de grande cause, là-bas, la grande cause depuis longtemps, c'est ça. Même la Belgique c'est moins que les Pays-Bas, mais c'est quasiment 20% ou 25% qui est sous le niveau des plus hautes eaux. Donc eux, c'est clair qu'ils peuvent pas juste... Alors le recul, il ne s'agit pas de reculer 15 km derrière, il faut déménager la moitié du pays, pas concevable. Défense douce, c'est pas la peine d'y penser, ils sont juste trop vulnérables. Si vous voulez. Et laisser faire, c'est pas question. Laisser faire, n'en parlons pas. Donc chez eux, c'est défense dure. Ils ont développé une expertise, un savoir-faire, à tel point qu'on les envoie souvent aux quatre coins du monde, dans des endroits où il faut faire de grandes digues, parce que c'est les Néerlandais les meilleurs. Et d'ailleurs, nous, on parle de préparer les esprits français à 1 mètre d'élévation d'ici 2100. Eux, ils partent déjà, pour être vraiment sûrs, ils partent plutôt sur du 2 mètres, 3 mètres. D'accord. Pour être large. Ta question est intéressante parce que pas mal de Français nous interpellent en disant, alors notamment quand on est près de Dunkerque, puisqu'ils sont juste à côté, les Belges et les Hollandais, les gens nous disent, regardez ce qu'ils font en Belgique et aux Pays-Bas, s'ils arrivent à le faire, pourquoi est-ce qu'on n'arriverait pas nous à le faire? Alors certes, mais il faut comparer ce qui est comparable. Ni la moitié du territoire français, ni même 20% du territoire français ne sont sous les plus hautes eaux, ne sont menacés. Donc les enjeux ne sont pas les mêmes. Il y a une question de linéaire côtier. La Belgique, elle a donc une partie conséquente qui est en danger, mais ils ont 70 km de littoral. On en a 5500. Ils peuvent, et puis c'est une économie un peu importante, ils peuvent se payer éventuellement 70 km de digues. On ne va pas faire 5500 km de digues. Alors le truc qu'on aime bien faire, alors c'est pas histoire c'est pas une compétition, mais le truc qu'on aime bien renvoyer aux gens quand même, c'est que, alors oui, nous on regarde là-bas, genre l'herbe est plus verte là-bas, on devrait s'inspirer de ce qu'ils font, sauf que l'été, les vacances, les Belges et les Hollandais, où est-ce qu'ils viennent? Chez nous. Parce qu'on a préservé, on en a des côtes encore naturelles. Donc eux voient l'herbe plus verte de notre côté aussi. Et donc voilà. Oui. Moi, je me posais la question sur la façon dont on manipulait changement climatique et dérèglement climatique. Voilà, cette opposition, alors, parce qu'elle a des enjeux assez importants. Il y en a trois. Il y a réchauffement climatique, changement climatique, dérèglement climatique. Bon, dans la réalité, alors, il y a une feuille de papier à cigarette entre les trois. On peut débattre là aussi pendant très longtemps sur quel est le meilleur terme. Et le débat est intéressant, mais il n'empêche que pendant qu'on débat là-dessus, on n'avance pas beaucoup sur le reste. On peut dire que le changement climatique, c'est la nature. La nature, nous, Homo sapiens, on s'est imposé là comme des êtres supérieurs. Sapiens, et on peut retirer les deux termes. Et se dire qu'on est quand même, aimons-nous vraiment la mer?
Quand on voit qu'il y a un continent de plastique, par exemple, qui s'est installé, Ça, c'est encore ouais. on peut se poser vraiment cette question. Alors, à la base, on était parti sur réchauffement climatique, puisque la température moyenne, vous avez vu la courbe, la température moyenne s'élève. Après, on se dit, oui, mais on l'a vu, parfois il fait un froid de canard. Et donc les gens nous disent, vous nous parlez de réchauffement climatique, regardez. Donc on s'est dit, bah oui, il faudrait plutôt parler de changement climatique, puisque le climat change par rapport à ce qu'il était avant, et on a des variations qui ont changé. Là aussi, nouvel obstacle, nouveau problème. Les gens disent, et ça c'est assez subtil, pour ne pas dire vicieux, les gens disent, ah oui, mais moi je ne conteste pas, je suis d'accord qu'il y a un changement climatique, mais il y a toujours eu des changements climatiques. Alors le mot qui sort à chaque fois, c'est le mot cycle, là. C'est des cycles naturels. Voilà. Donc ok, ça change, mais ça a toujours changé, c'est juste que les échelles de temps ne sont pas du tout les mêmes, vous l'avez vu. Donc on s'est dit, bah oui, il y a un changement climatique, là aussi il y a des écueils, donc il faudrait qu'on parle de dérèglement climatique. Alors c'est peut-être effectivement la meilleure locution. Il n'empêche qu'il ne faut pas qu'on perde de vue que ce dérèglement climatique, son moteur initial, c'est bien un réchauffement de l'atmosphère par émission de gaz à effet de serre. Donc il n'y a pas d'expression parfaite. On trouvera toujours des esprits un peu chagrins pour... voilà. Le phénomène est le même, évidemment. Alors, sur cette question, et j'en ai rencontré pas mal, ça m'a fait pas mal cogiter sur mes enquêtes de terrain, sur cette question du climato-scepticisme. On a tendance à se dire, c'est un peu on-off, il y en a qui le sont, il y en a qui ne le sont pas. Il y a des intermédiaires, des gradients. En gros, vous avez 4 niveaux. Vous avez ceux qui contestent absolument que le climat change d'une façon ou d'une autre. Ceux-là, il y en a quand même plus beaucoup, heureusement. Il y en a qui disent effectivement, je suis d'accord, ça change, je ne dis pas le contraire, mais pour moi, c'est que la nature. Il y en a qui disent, le troisième, alors ça j'aime bien, on progresse un peu à chaque fois. Il y en a qui disent, oui, ça change, et oui, c'est pas la nature, oui, c'est nous, mais c'est pas moi. C'est-à-dire, vous comprenez, les Chinois, les Indiens, les machins, avec tout ce qui pollue, etc. Donc le jour où eux seront vertueux, peut-être que moi je commencerai à réfléchir. Donc il y a cette tendance à rejeter un peu la faute sur autrui. Et puis le dernier niveau, c'est oui, ça change, oui, c'est de notre faute. Et certes, ils ont aussi leur responsabilité là-bas, mais c'est leur problème, et nous on a de la nôtre, et ça c'est notre problème, c'est pas eux qui vont travailler sur notre... Donc il y a tous ces gradients. Et malheureusement, alors parfois j'ai entendu des politiques qui disaient bon c'est bon, le changement climatique c'est une bataille qui est derrière nous. À chaque fois qu'il y a, on a une canicule, des périodes de sécheresse, etc. Ça rajoute une couche, donc maintenant c'est bon, les gens ont bien compris. Moi je suis désolé, j'ai rencontré des gens, vous leur mettez toutes les canicules que vous voulez, ils vont vous dire bah oui ça change, mais c'est naturel, c'est normal. Est-ce que quand il y a une décision à prendre au niveau local, est-ce que plus haut, est-ce que ça peut être dans un plan national qui décline jusqu'au local, ou c'est le local qui agit et qui se débrouille tout seul Alors, vaste sujet. En gros, en tout cas sur les questions de submersion, depuis la GEMAPI, je ne sais pas si vous avez entendu parler de la GEMAPI, c'est un acronyme, ça veut dire Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations. C'est une compétence qui avant était du ressort de l'État, et depuis la loi MAPTAM, la loi 2014, qui avait inscrit cette GEMAPI, c'est entré en vigueur en 2018. Depuis le 1er janvier 2018, ce n'est plus l'État qui est responsable de cette gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations, ce sont les intercommunalités, de façon obligatoire. Donc en gros, l'État, maintenant, sur les questions de submersion, pas que en mer, mais aussi inondation en terre, ce sont les intercommunalités, il leur a refilé le bébé, aussi pour de bonnes raisons, aussi parce que les échelons locaux disaient on veut être plus maître de notre destin, nous, notre digue, notre littoral, on connaît le territoire, on sait comment il évolue, on ne veut pas que ce soit des décisions qui viennent de Paris, de gens qui sont dans des bureaux qui ne connaissent pas le terrain. Donc quelque part il y avait une demande du territoire pour être davantage maître de ça. Donc l'État dit, vous décidez de votre stratégie,
vous engagez votre responsabilité. Alors après, nous, on peut aussi contribuer financièrement, mais l'État va contribuer financièrement, pas à n'importe quoi non plus. Et de plus en plus, l'État, il y a 20-30 ans, l'État misait encore beaucoup sur les défenses dures partout où il le fallait. Et maintenant, l'État se rend compte quand même, mais il a du mal à... Enfin, il ne fait pas beaucoup de pub, parce qu'il a bien conscience que le message est difficile, mais l'État, maintenant, a de plus en plus conscience qu'on va arrêter les défenses dures, on va plutôt sur les défenses douces pour l'urgent, et il va falloir reculer. L'État l'a bien compris, l'État a du mal à le dire, parce que c'est pas très... le message passe pas bien. Mais donc, par l'argent qu'il va donner pour aider les collectivités locales à faire leurs projets, l'État va plutôt encourager à ça. Maintenant, si une intercommunalité veut faire une grosse digue, eh ben, il faut une grosse digue. Ils peuvent aller chercher des sous européens aussi, enfin, il y a différentes choses, mais ils sont plus responsables de ça. Alors après, c'est bien, c'est pas bien. Moi, parfois, ça m'interroge. Je me dis, l'élévation du niveau de la mer, c'est tellement un phénomène mondial qui dépasse tellement les élus locaux qu'ils se sentent aussi assez seuls par rapport à ça. Sur les questions d'érosion, la fameuse loi climat et résilience a initié un certain processus et des communes volontaires, c'est pas obligé, mais des communes volontaires peuvent s'inscrire sur une liste si, les communes littorales évidemment, si il y a des problèmes d'érosion importants, critiques. Et le fait d'être sur cette liste nationale, donc là c'est un peu l'État pour le coup qui a gardé la main, qui pilote, ça va leur permettre d'avoir accès à des mécanismes juridiques nouveaux, par exemple des dérogations sur la loi littorale. La loi littorale, très bien, heureusement qu'on a eu la loi littorale, il faudrait qu'elle soit d'ailleurs mieux appliquée, mais vous voyez bien que si dans certains endroits, il faut reculer, il faut déconstruire devant, il faudrait reconstruire derrière, et la loi littorale qui a été faite en 86, à une époque où on ne pensait pas trop à ça, elle est encore trop rigide par certains aspects, et elle empêche de construire derrière. Donc, elle empêche de faire ce recul. Donc, il faut aussi l'assouplir un petit peu, sans non plus ouvrir la boîte et assouplir tout et n'importe quoi. Parce qu'elle est déjà assez contournée comme ça. Attendez, l'État, c'est quel ministère ? Transition écologique, pour l'essentiel. Tu es chercheur, que tu l'évoquais au début, la problématique touche la mer, mais touche aussi les forêts, c'est un problème mondial. Toi, en tant que jeune chercheur, est-ce que ça te fait perdre confiance? Est-ce que tu es déstabilisé? Des statistiques nous démontrent que de nombreux étudiants en sciences de la vie perdent un peu confiance, je crois qu'il y a un taux de dépression assez conséquent. Est-ce que toi, je m'adresse aux chercheurs, tu as encore une force, ou ça t'a déstabilisé, ou tu es encore... Quelle est ta position? On peut aller au bar après, hein, si tu veux. Ouais, autour d'un petit cognac. Non, c'est une vaste question. Oui, il y a pas beaucoup de raisons de se réjouir, ça c'est clair. Hein. Après, on essaie de faire ce qu'on peut à notre échelle. Après, c'est toujours pareil. C'est un peu le lieu commun que je vais dire, mais les scientifiques proposent des choses à l'attention des décideurs, et les décideurs l'écoutent parfois que d'une oreille. Donc c'est un peu frustrant. On a l'impression de pas. On voudrait faire mieux avancer le schmilblick et voilà. Ça, c'est un aspect des choses. Après, de façon très personnelle, pour le coup, je me rends compte à quel point les choses sont pour ce qui est du changement climatique, je me rends compte à quel point les choses sont compliquées, pour une raison extrêmement simple, c'est que là, je vous ai parlé des climato-scepticismes, etc. Mais je ne suis pas, et je pense qu'on n'est pas nombreux à être exemplaires sur cette question-là. J'ai beau me considérer peut-être dans la dernière catégorie qui a conscience qu'il y a un changement climatique, que c'est la faute des hommes et que c'est aussi ma responsabilité, en ayant conscience de ça et en essayant de faire plus d'efforts, je pense qu'on a été nombreux avec ces contradictions-là, je sais que je suis encore bien trop... Voilà, si les 8 milliards avaient mon mode de vie, ce serait encore bien pire.
Donc, il n'y a pas que je suis déprimé sur l'état du monde, il y a aussi, je me rends compte à quel point, même pour moi qui suis sensibilisé, c'est difficile. Donc, je me rends compte à quel point pour des personnes qui sont moins sensibilisées, c'est encore moins facile. Et donc, je ne leur jette pas la pierre parce que je me rends compte à quel point, tu vois. Et donc il y a un moment, on se dit, ouais, ça ne veut pas dire qu'il faut lâcher le combat, évidemment. Mais ça veut dire que oui, je comprends que c'est difficile pour les gens. Il ne faut pas commencer à dire les gens n'ont rien compris, ils sont tous bêtes. Si je peux te dire les décideurs n'ont rien compris, ils sont tous bêtes. Il s'agit de reconnaître, aussi humblement que possible, que c'est pas facile. Je trouve que les jeunes ont pris beaucoup plus conscience quand même. Ouais. Voilà, et que dans les écoles, vous intervenez aussi pour vulgariser peut-être ces phénomènes plus. Ouais. Il y avait une prof de SVT à une conférence de l'UTL l'autre jour qui disait, oui, moi, en SVT, prof de biologie comme les autres fois, elle me dit, je parle du climat déjà. On n'en parlait pas à l'époque, voilà. Oui, non, il y a quand même des choses, mais ça va passer vite. Non, après, déjà, qui c'est qui trie ses ordures correctement dans 3 bacs déjà pas tout le monde, alors déjà, c'est sûr que là, oui, on est loin. En fait, même les communes, elles suivent plus, hein, parce que le 1er janvier, on devait mettre nos ordures, hein, voilà, c'est pas fait. Le gouvernement peut faire des lois, mais derrière, ça ne suit pas non plus. Voilà. Il y a de grosses résistances diverses et variées. Puis bon, il y a ces aspects-là, il y a d'autres aspects, il y a les aspects agricoles récemment, etc. On peut partir sur plein de sujets différents. Mais oui, non, sinon, je pense qu'on est plusieurs. D'ailleurs, j'ai une amie, une collègue qui fait aussi une thèse sur les aspects changement climatique et est-ce que le changement climatique a un impact sur les décisions des gens de venir habiter près du bord de mer ou pas, donc plus sur l'aspect psychologique et immobilier. Et elle s'intéresse à ce qu'on appelle un peu l'éco-anxiété aujourd'hui, ou la solastalgie, sur cette répercussion, cette projection vers l'avenir, et en quoi est-ce que ça oblitère ou pas la projection vers l'avenir, avec famille ou pas, dans un certain endroit ou pas. Donc voilà, c'est vaste sujet. Mais oui, heureusement qu'il reste du cognac. Et si les graphiques vous intéressent, vous savez que c'est filmé, et donc vous pouvez retrouver la conférence sur Internet, sur le site de l'Université de Saint-Jean, et retrouver tous les graphiques. Et donc juste, donc oui, vous pouvez jeter un œil au Kakemono si vous avez des questions, je suis là. Et puis sur le buffet ici, j'ai mis une sorte de support pédagogique que j'ai créé. Vous allez retrouver les différentes configurations que j'ai projetées. Ce sont des panneaux avec un film métallique et les différentes stratégies, elles sont à côté sous forme de gaiement. Donc vous pouvez vous amuser, l'idée c'est d'être à plusieurs et de discuter pour voir à quel point les choses sont complexes. On peut placer les différentes stratégies sur les différentes configurations en disant moi je ferai plutôt ceci aujourd'hui, telle autre chose à l'avenir, et est-ce que je change de stratégie si la configuration change, s'il y a de la nature devant ou pas, etc. Donc vous pouvez jeter un œil. Merci à vous, bonne soirée. La prochaine fois, c'est mardi 27 février sur l'école de Barbizon et Club Coran. Et la fois d'après encore le... Non.